Bonjour à toutes et à tous, c'est le 40e numéro de Kick Parade. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Et quel 40e numéro? Ah bah Là, c'est c'est une dingue. semaine incroyable. Alors j'espère que vous aimez les jeux de rôle, parce que là Kickstarter c'est quasiment spécial JDR. C'est impressionnant quoi. Allez on commence par la 10e position, un sourcebook, hein. Bori Kubos, Latin American Monsters and Adventures. Alors c'est un sourcebook, figurez-vous, qui reprend toutes les mythologies et les folklores de l'Amérique du Sud et qui les transpose dans Donjons et Dragons 5ème édition et Pathfinder. Il y a fort à faire, hein. Il y a beaucoup de choses hein, entre les dieux, les légendes, les monstres. Il y a beaucoup de choses à faire, donc effectivement, fallait y penser. 60 000 euros, 1249 contributeurs, une dizaine de jours encore. Fallait y penser, mais paradoxalement, je vois pas trop où est l'influence Amérique latine et Amérique du Sud. C'est-à-dire que ouais, ok, il y a vaguement un serpent avec des plumes, mais je trouve que ça reste quand même très Heroic Fantasy, un peu classique. Et pour m'être assez intéressé aux cultures de ce coin-là du monde, je trouve qu'il y avait vraiment moyen d'illustrer ça, que ce soit beaucoup plus visible, beaucoup plus mis en avant. Là, je trouve ça finalement assez classique. Et en vrai, on m'aurait pas dit que c'était issu de la culture latino-américaine. Je m'en serais même pas rendu compte, je Bah, pense. tu le sais parce que en paysage derrière chaque personnage, il y a la jungle. Voilà, C'est un peu le truc. c'est ça. Mais Et non, puis il regarde, y a vaguement un signe un peu maya. il y a une nouvelle race, les Iguaca, ils ont des têtes de perroquet. Ah, Ça, c'est rigolo. effectivement. C'est les fameux hommes à tête de perroquet de la culture C'est latino-américaine. ça. Bon, il y a Très bon. peut-être pas assez de prise de risque, effectivement, sur ce sourcebook. Après, Mm. ça se débloque des stretch goals. Ils visitent pays par pays dans les stretch goals. Ils ont fait le Brésil déjà, le Mexique. Alors, ils vont peut-être aller au Pérou, Nicaragua, je sais pas, ils vont tous les faire. Bon, en tout cas, écoute, ça a le mérite d'exister. Why not? Oui, On ne tout sait à pas fait. quel sera le prochain. Eh ben, on sait c'est quoi le prochain. Puisqu'en 9ème position, c'est The Delver's Guide to Beast World, a fifth supplement and setting. On vous a dit, il y a beaucoup de sourcebooks de jeux de rôle, et notamment de la 5ème édition de Donjons Dragons. Je sais pas pourquoi, ils sont tous arrivés en même temps. Enfin, il y en a toujours 2 ou 3 par semaine. Hein. D'ailleurs, il y en a plein qui sont pas dans le top 10. Là. Si tu veux, tu peux dépenser ton salaire en sourcebook toutes les semaines. 149 000 euros, 1353 contributeurs. En grosse campagne, il reste plus de 20 jours. Alors là, c'est un monde qui a été inventé où les personnages sont remplacés par des animaux, en gros. J'hésite entre Disney et du japanime. Parce que je trouve que les looks sont un peu japanimes, parfois un peu miyazakiens, et bon, par contre, c'est le grand trip de Walt Disney de mettre d'humaniser des animaux. Oui, c'est vrai que le design des animaux un peu anthropomorphes, mais moi je trouve qu'ils font très, pour le coup, ils font très Disney. Tu sais, le côté un peu Robin des Bois, Ah quand bah tu oui, il y a vois le renard, au évidemment. début de Hein. la présentation. Ouais, Il y a aussi les c'est hyènes assez du Roi Lion. équivalent. Tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'au niveau de ces espèces de véhicules dans lesquels il va être possible de se déplacer, il y a presque un côté Mad Max. Ouais, Tu sais, tu te ouais. déplaces, mais Mad Max médiéval, tu vois. C'est ça. Alors en fait, pour expliquer, c'est une énorme campagne, mais avec un sourcebook qui explique le monde. Effectivement, ils insistent beaucoup sur les caravanes. Donc ces espèces de grosses diligences dans lesquelles les personnages vont se déplacer, mais aussi vont vivre et vont aussi commercer. Donc c'est quasiment des comment dire ce sont des moyens de locomotion, mais en même temps ce sont des lieux de vie, voilà, et de business. Donc ils insistent beaucoup là-dessus. Tu peux même construire ta propre caravane. C'est prévu hein, dans les règles que tu puisses le faire comme si tu construisais ton donjon en fait quelque part. Je trouve que c'est le côté un peu sympa original du sourcebook. Le reste, ma foi, bon, voilà. Donc ça a le mérite de créer un univers. Alors on va dire que effectivement dans les jeux de rôle qui fonctionnent le mieux sur Kickstarter, parce que c'est vrai que souvent on va retrouver des côtés un peu Donjons et Dragons, Pathfinder, et là on a un univers qui est purement original, et je trouve que ça fait toujours plaisir à voir. C'est le genre d'initiative que j'apprécie sur Kickstarter. 8ème position, alors on quitte Donjons et Dragons, c'est un autre jeu de rôle, mais qui est cette fois alors totalement à part. C'est Carbon Grey, The Role-Playing Game and Omnibus. Carbon Grey, en fait, c'est un comic book qui est apparu en 2011 et qui dépeint une espèce de première guerre mondiale un peu fantasmée. Moi, ça me rappelle un peu Sucker Punch, le navet de Zack Snyder. C'est une espèce de première guerre mondiale un peu fantasmée, un peu pas high-tech, mais steampunk. Alors ils disent carrément dieselpunk.
tu vois, Dieselpunk. Donc voilà, c'est intéressant. Alors il faut savoir quand même qu'il y a une grosse resta aux commandes du jeu. C'est Andrew Gasca. Andrew Gasca, c'est celui qui a écrit tout le jeu de rôle d'Alien, qui a été multiprimé et qui est un jeu de rôle absolument formidable. Si vous ne le connaissez pas, on a couvert toutes les sorties françaises sur la chaîne, donc vous avez des vidéos sur Alien le jeu de rôle. Et donc c'est vraiment un mec assez surdoué, donc ce qui, à mon avis, valide pas mal ce Carbon Grey. Bon, en même temps, il a fait le jeu de rôle sur Terminator qui était apparemment pas génial. En tout cas, le mec a du talent, l'univers est quand même hyper intéressant, et ça reprend un vieux système de jeu, à savoir le système D6, qui avait été inventé par West End Games. Et West End Games, c'est beaucoup de mon enfance, parce que c'est le jeu de rôle de Star Wars, le tout premier, celui qui est apparu dans les années, on va dire fin des années 80, dont j'ai encore pas mal de bouquins que je garde précieusement dans ma bibliothèque. Et donc c'était le système avec des dés de 6. Et donc ils reprennent ce système pour ce Carbon Grey. C'est vrai que je connaissais pas du tout cet univers-là, et il est assez... je trouve qu'il est assez attirant, je trouve que le design, etc., on sent vraiment la patte Dieselpunk, c'est vraiment le terme qui lui correspond bien. C'est la version Enki Bilal, mais poisseuse et crasse de la Première Guerre mondiale. Non, pour le coup, je connaissais pas du tout le roman graphique. Alors évidemment, comme on le répétera jamais assez, mais voilà, il y a peu de chances de voir ce projet traduit en français. Rien, de tous les sourcebooks qu'on dit là, il y a rien qui sera en VF. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de m'intéresser à l'univers. Voilà, ce qui est en soi une petite réussite. Alors il faut savoir, il y aura possibilité de jouer en solo. Et ça se fait de plus en plus, on le verra, il y a un ou deux exemples par la suite dans ce top 10, mais il y a de plus en plus cette tendance dans le jeu de rôle traditionnel de avoir une version solo, c'est-à-dire de transformer un peu le jeu de rôle en jeu dont vous êtes le héros. Voilà. Donc il y a cette option-là dans ce jeu de rôle, donc je trouve que c'est pas mal. Alors ça sera en stretch goal. Je crois que ce n'est pas encore débloqué, voilà, mais en tout cas, si le jeu continue à pas mal marcher, ça va venir. Donc le jeu, il en a 98 000 €, 1367 contributeurs, et il vit ses dernières heures, là. Il vit ses dernières heures. 7ème position, encore un sourcebook. Valda Spires of Secrets, a colossal expansion for D&D 5e. Bon, tout est dans le titre, hein, une extension colossale pour Donjons & Dragons 5ème édition. 120 000 €, 1563 contributeurs, beaucoup de jours encore, hein, plus de 25 jours de campagne. Donc là, on est dans le monde de Valda. Moi, je trouve ça assez classique. Ouais, il y a un côté un peu Warcraft Lidl, je trouve. Ouais, c'est ça. Dans le design. Alors évidemment, il y a des... Je te rejoins un petit peu. Non, je disais, il y a une nouvelle classe, des nouveaux historiques, des nouvelles races. Bon, ça c'est un petit peu le... Voilà, 130 nouveaux sorts. Ah, tu sais plus quoi faire, t'as tellement des listes de sorts entre les bouquins officiels et les bouquins non officiels. Tu créeras jamais assez de magiciens dans ta vie pour tous les lancer, je pense. Mais... C'est clair. Allez, 6ème place, The Corpus Collection, Good and Evil Supplement for 5e. Bon, bah voilà, c'est encore un sourcebook. Donc ils ont déjà fait des sourcebooks, cette boîte-là, c'est Dream Realm Storytellers. Ils sont assez obsédés pour d'amener l'horreur un peu dans Donjons & Dragons, ils avaient déjà fait ça. Et donc là, c'est un sourcebook autour du bien et du mal, donc des anges et des démons. Il y en a 583 000 €, 1986 contributeurs, il reste une dizaine de jours. On va dire que c'est du classique, l'écran de jeu, des cartes, des figurines. Kickstarter en est blindé de ce genre de truc en ce moment, je sais même pas comment ils arrivent à trouver assez de clients, mais enfin bon, voilà, le fait est que ça marche. C'est assez fou, parce que, bon, après j'imagine que chacun va aller vers l'univers ou vers la tendance qui lui plaît un peu plus, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle diversité de joueurs pour répondre présent quasi systématiquement à tous ces projets. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, la barrière de la langue et peut-être ma méconnaissance en Donjons et Dragons de manière aussi profonde font que je peine à voir comment sélectionner un bon projet d'un mauvais projet, en fait. Hormis l'esthétique de la page, etc., etc., je me demande bien qu'est-ce que les joueurs recherchent activement et pourquoi ça fonctionne aussi bien. Je pense qu'il y a beaucoup de collectionnites aussi, et puis il y a beaucoup de bouquins qui sont assez jolis, hein. Voilà, c'est le plaisir aussi de l'objet, je pense. Voilà. 5ème position, enfin un jeu de société. Ouais. C'est Wild Serengeti. C'est Serengeti, j'arriverai jamais à le dire. Donc le jeu sur le... Comment dire, où on incarne des cinéastes de documentaires qui sont à la recherche des plus belles images à faire dans la savane africaine. Il en a 85 000 €, 2325 contributeurs, il reste une dizaine de jours. Le stretch goal se débloque tranquillement. Il a gagné quand même 4 places par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, donc c'est plutôt un beau parcours pour ce jeu
sud-coréen. On en avait parlé longuement la semaine dernière, on était revenu un peu sur cette esthétique, ce côté simple et à la fois côté un peu panorama qui est très à la mode aujourd'hui. Je pense que c'est une autre des conséquences, je pense, du confinement, d'avoir cette envie de jeu calme, vraiment basé sur une esthétique un peu sauvage, un peu voilà, pour compenser les randonnées et les voyages que les joueurs n'ont pas pu faire dans la vraie vie. Mais à côté de ça, ça a l'air de fonctionner avec une mécanique qui répond au thème sans délaisser complètement l'aspect ludique. Et c'est bien de voir, on le voit de plus en plus, on avait parlé des jeux japonais, mais il y a dernièrement les boîtes coréennes elles commencent un petit peu aussi à émerger dans le monde du jeu de plateau de manière générale. Donc est-ce qu'on va avoir un nouveau prétendant pour les Polonais qui gardent quand même la top position C'est ça. des créateurs de jeux de plateau? Quatrième position, très vite, Delta Green The Conspiracy, c'est la troisième semaine qu'on l'évoque, 297 000 euros, 2613 contributeurs, ce sont les derniers jours pour ce jeu de rôle de science-fiction dont je n'avais jamais entendu parler et apparemment j'avais tort puisque il y a beaucoup de monde qui l'ont paqué, donc voilà, c'est un vrai succès. Avant de passer aux trois premiers Kickstarter cette semaine, on va vous faire une petite sélection de nouveaux jeux. Je voulais commencer par Age of Trains. C'est pas que ça me passionne, mais il est clair que les jeux de gestion de train, c'est un genre à part entière dans le jeu de plateau. Donc voilà, on voulait l'évoquer quand même, ce Age of Train. Bon, il démarre très timidement. Il a 103 contributeurs pour l'instant. Il reste une quinzaine de jours. Bah, c'est encore un jeu polonais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sobre, hein, c'est très simple, très sobre. Bon, vous allez incarner évidemment des compagnies de train. Vous allez pouvoir upgrader vos locomotives. Vous allez prendre des contrats pour déplacer des marchandises. Enfin, tout cela est assez classique, quoi. Hein. Voilà, c'est du petit jeu qui ne sera pas traduit en français pour l'instant et on sait pas pour la TVA et ça c'est de plus en plus. Hein, moi je trouve qu'il y a vraiment un manque de transparence flagrant là sur Kickstarter au niveau de la TVA. Il y a même des campagnes qui l'évoquent même pas. Le shipping, il y en a une ou deux campagnes là cette semaine, ils l'évoquent même pas. Ça n'existe pas. Donc je trouve qu'il y a un petit peu un retour en arrière là-dessus. Voilà. On avait fait des progrès et là, bon, ça se détériore. Effectivement, ils ont la stratégie qui me plaît moyennement, mais effectivement, oh, c'est pas dit, du coup, on n'a pas menti. C'est Tu vois, ça, ouais. Ouais. genre le mensonge par omission. Et c'est vrai que bah, cette absence de transparence, bah, ça inspire pas confiance. Et ça, c'est un peu dommage. Après, c'est ce genre de petits projets qui sont plus impactés hein, par Oui. les TVA, le shipping, etc., etc. Mais donc malheureusement, voilà, on commence à voir les premières conséquences vraiment rudes de cette nouvelle politique sur Kickstarter. Mm. Mais la solution est-elle de cacher la vérité? Je ne pense pas. Pas sûr. Allez, on va enchaîner avec deux jeux plus importants. Limbo Eternal War 1.5. Donc c'est la version 1.5 de Limbo Eternal War. Donc ils sont un peu, c'est leur trip. Hein. Ils font un peu que ça depuis leur création, là, ce studio Limbo Miniatures. Ils ont créé un univers. C'est un studio qui fait de la figurine. Bon, moi j'étais sur le site, je trouve pas qu'il y en ait pléthore non plus. Que l'offre est assez timide, mais bon, force est de constater quand même qu'il y a des belles figurines dans ce jeu. Donc c'est un jeu d'affrontement. Grosso modo, vous jouez aux échecs. Hein. Voilà. Vous avez le bien, vous avez le mal, vous avez un peu des particularités de terrain, vous avez effectivement des figurines assez gigantesques, hein, je pense que c'est surtout ça que vous payez. Vous pouvez booster vos personnages, enfin, c'est vraiment typiquement du jeu d'affrontement. Il en est à 115 000 euros, 800 contributeurs, il reste 25 jours avant la fin. On va passer à Green Hell. Ah, ça, je suis sûr que tu as des choses à dire là-dessus. Green Hell, Tout à fait. j'en étais sûr. Alors Green Hell, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo, quoi qu'à 3 ans, un truc comme ça. Ouais, même un petit peu moins, je Un petit crois. peu moins. Donc c'est un jeu de survie. Voilà, vous êtes dans la forêt amazonienne et il va falloir survivre aux dangers de la nature sauvage. Il y en a 59 000 euros, 630 contributeurs. C'est enfin, apparemment le jeu vidéo déjà avait des critiques assez moyennes à l'époque. Je sais pas toi si tu y as joué. Alors moi j'y ai joué, après les critiques c'est un peu difficile de les avoir parce qu'en fait c'est un jeu qui est sorti un peu en early access et c'est un jeu qui s'est peaufiné avec le temps, mais effectivement si le jeu n'est pas mauvais, il casse pas enfin trois pattes à un canard quoi. Dans le même genre, en fait il arrive un petit peu après la vague de tous ces jeux survivalistes qu'on avait pu avoir. Aujourd'hui c'est peut-être l'un des derniers représentants, mais finalement beaucoup de joueurs avaient un peu déjà vu les limites de ce style de jeu, et puis on était un peu revenu. Alors après le jeu
n'est pas mauvais, surtout qu'il est vraiment centré sur le côté narration. Ce que le jeu semble vouloir aussi mettre en avant, Ouais. cet aspect à la fois survivre, crafter et suivre une histoire, explorer. C'est ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y avait une campagne cet été qui était sortie, Ouais. et puis que la campagne n'avait pas abouti après plusieurs jours, ils n'avaient pas financé le jeu à part entière, donc il y avait plusieurs critiques qui avaient été faites, déjà le prix d'entrée qui était excessivement cher. En tout cas, on peut voir la comparaison, et là ils ont déjà baissé le prix de la boîte du core game. Ils ont aussi baissé le palier de financement. Avant, il était à on va dire 77 000 euros sur la première campagne, et là en fait le palier de financement il était descendu à 44 000 euros. Tu vois, ils ont pu mettre leur petit financé en 7 heures. Bon, après, en quelques jours, ils ont déjà eu plus de contributeurs que sur la campagne de cet été. Ils ont mieux réussi leur campagne de com, quoi. Voilà, mais pour moi, j'ai étudié les deux pages en parallèle, hormis effectivement une page un peu plus lisible qui met avant tout en avant le jeu, avant de mettre en avant tous les add-ons qui sont payants, parce que là vraiment c'était hallucinant. Enfin, les add-ons payants, quand on voit le prix du jeu, c'était fou. Ils avaient fait toute la com autour de leur Dice Tower, et en fait la Dice Tower avait une blinde, et là on est un peu sur les mêmes mécaniques, mais ils ont un peu plus recentré sur le jeu, qui rend un peu plus accessible, un peu épuré. Malgré tout, en fait, sur le côté, hormis le côté communication, ils n'ont pas l'air d'avoir revu les mécaniques du jeu. Et du coup, on se retrouve avec un jeu un peu fourre-tout, avec plein de trucs à gérer. D'un côté, le craft à base de lancer de dés, et puis un côté un peu Tetris pour fabriquer les trucs. Puis d'un côté, il y a une exploration façon Seven Continent, puis des cartes avec un côté narratif, puis des plateaux joueurs avec des capacités asymétriques à gérer, etc. Et on en revient à cette question, est-ce que c'est pas trop en fait? Est-ce que finalement on n'a pas des mécaniques qui vont être un peu simplistes partout, et du coup ça va en faire un jeu fade sur tous les points, mais qui va mettre des plombs à être installés sur la table, parce que là on voit ce genre de jeu. Donc en plus l'insert c'est quelque chose qui s'achète en add-on, donc on se retrouve à la fin avec un jeu, finalement, encore une fois, j'en reviens à cette question, pourquoi sortir ce jeu-là et pas lancer une partie du jeu vidéo? Et c'est souvent une grosse critique, vous me connaissez sur la chaîne, que je fais sur des adaptations de jeux vidéo. C'est finalement, hormis le côté esthétique, on va faire 2-3 parties, c'est sympa, etc. Mais finalement, si vous êtes fan du jeu, pourquoi vous sortiriez ce jeu-là et pas plutôt le jeu vidéo, ou Robinson Crusoe, ou le 7ème continent? Parce que finalement, j'ai encore un peu du mal à voir la valeur ajoutée de cette campagne. Bon, je leur souhaite, ils ont réussi, et tant mieux pour eux, et j'espère me tromper, et que les joueurs qui croient en ce projet sont contents de voir ce projet aboutir. Mais pour moi, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment rectifié le tir. Cette campagne, elle arrivait trop tôt après celle de cet été qui s'était foirée. Ils auraient peut-être dû passer un peu plus de temps à étudier le projet, parce que là, on sent que ça va pas non plus être une réussite incroyable. Et donc du coup, les stretch goals vont pas forcément pleuvoir, et j'ai peur qu'on se retrouve avec un jeu un peu amoindri de tout ce qu'il pouvait proposer dans l'idée, en fait, ce qui est dommage. Moi je trouve pas que le matériel soit très beau, alors les figurines sont vraiment atroces. Alors mention spéciale à la doctoresse qui est en talons hauts dans la forêt amazonienne. On serait tatillon, on trouverait ça à la limite sexiste. Oui. Mais attends, t'as pas vu Jurassic World? Jurassic World nous a prouvé que c'était possible. C'est vrai. Alors il y a une petite notion de santé mentale que je trouve plutôt intéressante, mais je me demande si ça s'arrive pas un peu trop tard, quoi. Allez, une autre nouveauté, un peu dans le même style, parce que c'est aussi un jeu d'aventure, c'est Three Tale. C'est un jeu d'aventure d'Heroic Fantasy, qui en est à 500 contributeurs, 30 000 euros. Il reste une grosse semaine avant la fin de la campagne. Donc c'est pareil, vous avez des tuiles, vous déplacez vos personnages sur des tuiles. Alors la notion par contre là qui est intéressante, c'est que il s'agit d'un voyage temporel. C'est-à-dire que vous allez essayer d'influencer le futur, et vous avez un livre qui s'appelle le livre du futur, où vous allez que vous allez consulter en cours d'aventure, et ça va changer les tokens et les caractéristiques du jeu en cours. Voilà, je trouve que c'est plutôt une belle idée. Voilà, à voir comment ça se concrétise au niveau du gameplay, mais je trouve que c'est assez osé. Voilà, le reste est plutôt classique, à part que les caractéristiques un peu lambda qu'on trouve dans ce genre de jeu, c'est-à-dire la force, l'intelligence, etc., sont remplacées par des vertus.
Tu es un peu comme dans Solomon Kane. Donc par exemple là tu te bats avec l'amour, donc va comprendre. Donc c'est ta jauge d'amour qui fait que tu peux charcler les gens. Bah, je te rejoins un petit peu, pareil, bon, il y a le côté coop, un peu narratif, etc. Mais c'est vrai que bah, ces derniers temps, on en a bouffé pas mal des jeux dans cette catégorie-là. On sent un peu les vieux briscards qui commencent à en avoir un peu ras-le-bol, au bout du 5e all-in de gros jeux narratifs jamais terminés, qui commencent à dire, bon, là, le narratif, ça Ouais. devient un peu... C'est dommage, parce qu'à côté de ça, je trouve les illustrations plutôt sympa. Je trouve que l'idée des personnages, des voyages dans le temps, je trouve que c'est plutôt une riche idée. Mais malheureusement, voilà, Le problème, on c'est tire un qu'on est peu en train de les conséquences. s'apercevoir qu'on dépense 100, 150, 200, 300 balles dans un jeu qui va se jouer qu'une fois finalement. Et Hmm. ça commence à être un peu... tu le fais une fois, deux fois, trois fois si t'es vraiment... tu vois, intéressé. Mais il y a un moment donné, quand t'as ton jeu à 300 balles avec tes 5 boîtes, tes 5 add-ons, qui prend toute ta ludothèque et que tu te dis, bah ça y est, je l'ai fini. Donc voilà, je sais pas si tu peux en collectionner comme ça indéfiniment. Partons sur GameFound. Sur GameFound, alors cette semaine, il y a Mystic Mischief. Alors là, c'est pas du tout du narratif. Le concept, c'est que vous allez être un groupe, enfin, vous allez être comment dire, des clans d'étudiants, on va dire, dans une école de magie, et vous allez essayer de devenir les maîtres de la bibliothèque magique de votre établissement scolaire. Et donc tous les coups sont permis, et surtout il ne faut pas se faire choper par le gardien de la bibliothèque, voilà, qui va vous faire passer un sale quart d'heure s'il découvre vos manigances. Je crois que c'est un premier jeu, c'est une boîte d'animation qui fait ça, c'est rigolo, hein. C'est une boîte d'animation qui fait de l'animation pour Amazon, pour... un peu de Netflix, ils sont mis au jeu de plateau. C'est encore une preuve que le jeu de plateau attire des artistes de mondes différents. Il y a une VF pour ce jeu, voilà. Il en est à 224 000 euros. Oui, c'est vrai qu'il est un peu sympa d'en parler. La semaine dernière, il y avait Michou, il y a un petit côté un peu dungeonologie dans le style. Le seul reproche que je pourrais potentiellement un peu faire, c'est ce plateau de jeu que je trouve un peu austère. Et du coup, je trouve le jeu un peu volumineux pour ce qu'il a à proposer. Hmm. Mais voilà, il y a un petit côté feel good qui est désagréable. C'est du 14+ l'âge, donc c'est pas vraiment un jeu familial. Malgré l'apparence très cartoon des figurines, on retrouve l'influence évidemment des animateurs de dessins animés. Ça se ressent vraiment direct sur les figurines, quoi. C'est rigolo. Allez, on revient au top 10 de Kickstarter avec les 3 premiers de la plateforme participative. Alors en troisième position, c'est Tome of Heroes, 5th Edition Character Options for Your Game. Donc c'est un énième sourcebook, mais qui est là depuis 3 semaines. Ce sont les derniers jours de cette campagne qui aura rapporté 239 000 euros, quasiment 5 000 contributeurs. Donc belle réussite pour Kobold de Presse, qui est un vieil habitué. Ils en sortent, je crois qu'ils doivent en sortir... 2 ou 3 par an des sourcebooks pour Donjons et Dragons, Kobold Press. Donc voilà. Deuxième position, eh bien c'est encore un sourcebook, mais alors là, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. C'est Tanares RPG 5e, donc c'est pour Donjons et Dragons. C'est un truc assez énorme. Vous avez 3 bouquins, vous avez de la figurine, vous avez des cartes, vous avez une application, vous avez des maps de région, vous avez des boîtes de figurines, etc. Autant dire que pour le pledge, c'est quand même vachement mieux de prendre le Essential Kit à 109 euros. C'est pas pour rien que ça s'appelle Essential Kit, c'est qu'il y a vraiment les 3 bouquins, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut pour commencer à jouer. Donc évidemment ce sont des livres univers. Vous allez couvrir des campagnes dans ce nouveau monde qui s'appelle Tanares, mais il y a aussi des petites nouveautés au niveau des règles. Par exemple, ils ont inventé des règles pour des jeux d'arène. Dans cette campagne, dans ce monde, vous allez pouvoir aller dans des arènes et vous fighter comme s'il s'agissait d'un autre jeu, en fait, quelque part. On quitte un peu le jeu de rôle et on arrive dans du jeu d'arène, tout simplement. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. C'est un boulot assez énorme et bon, c'est pas étonnant parce que quand on voit l'équipe qu'il y a derrière, il y a Ed Greenwood qui est le créateur de Forgotten Realms, qui est un des univers les plus emblématiques de Donjons et Dragons. Il y a Bruce Nesmith qui a bossé sur Skyrim, et Oblivion. Il y a Rich Redman qui a bossé sur Wizard of the Coast, donc les bouquins officiels de Donjons et Dragons. Il y a Anthony Pryor qui a bossé chez Faza. Donc Faza, c'était un éditeur de jeux de rôle des années 80, notamment de Star Trek, de Battletech, pardon. Il a bossé à TSR, donc l'ancienne maison d'édition de Donjons et Dragons. Il y a une équipe de ouf en fait.
Il y a une équipe de ouf, et il y a aussi l'un des co-créateurs de Dragonlance, qui est un autre univers emblématique de Donjons & Dragons, donc c'est que de la tête d'affiche aux commandes de ces sourcebooks, et ça se voit parce que c'est maîtrisé, quoi. Il y a vraiment à bouffer. Alors très sincèrement, de tous les sourcebooks là qu'on a vu dans le top 10, moi celui-là, s'il était traduit en VF, je pense que je le prendrais, parce qu'il a l'air vraiment énorme, quoi. Énorme. La manière dont tu as présenté ça, c'était un peu les Avengers du C'est ça. RPG, quoi. Mais ouais, non, c'est vrai que je connaissais pas complètement l'univers, etc. Mais c'est vrai que celui-ci, bon, bah, déjà, c'est tout bête, hein. Mais quand tu vois que les auteurs sont cités avant même la présentation du jeu, tu sais que c'est Oui. voilà, c'est qui roule avec des poids lourds, quoi. C'est ça. Donc effectivement, c'est assez impressionnant. Les illustrations sont sublimes. Ouais, non, ça donne envie, hein, vraiment. Il y a d'avoir du gameplay pour des années là-dedans, hein, c'est impressionnant. Puis il y a des figurines, hein, si vous aimez les figurines, enfin, moi on aime beaucoup les figurines, elles ont l'air super belles, quoi, hyper originales. Il y a même des boîtes de figurines à part, il y a même des bâtiments, hein. Ouais, c'est impressionnant, c'est vraiment une grosse campagne. Et d'ailleurs, les backers ne s'y trompent pas, hein, il a fait plus d'1 million d'euros, là il en est à quasiment 6000 contributeurs, et il reste plus de 25 jours avant la fin de la campagne, donc il peut encore monter. Peut-être il va dépasser Drakenheim, là, qui avait cartonné il y a quelques semaines, la campagne de Donjons & Dragons, qui avait fait, je sais plus, 3 ou 4 millions d'euros. Est-ce que ça battra Avatar? Ouais. Réponse à savoir dans les semaines à venir. Ouais, on verra. Ouais, ça me semble difficile quand même. Je crois qu'Avatar, ils ont fini à Ça me semble 7 ou difficile 8 millions de dollars. Hein. C'était complètement dingue. Premier cette semaine sur le classement Kickstarter, c'est Black Rose Wars Rebirth, c'est pas vraiment une surprise. Il a dépassé le 1 million d'euros, il en est quasiment à 8000 contributeurs. C'est la dernière semaine, enfin c'est même les derniers jours de la campagne, donc c'est un gros succès. On a vu mieux, mais ça va, on va pas les plaindre. Alors c'est marrant parce on a eu un commentaire sur le Kick Parade de la semaine dernière, quelqu'un qui a indiqué qu'on avait été un peu gentil avec l'éditeur parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur la livraison du premier Black Rose Wars. Et c'est vrai, moi personnellement je l'avais totalement oublié, totalement zappé cette histoire, mais c'est vrai que les backers ont eu du mal à récupérer leur colis, quoi. Donc voilà, maintenant... Ouais, toutes nos excuses, c'est vrai que le voir arriver en boutique, machin, etc., ça nous a un peu fait oublier le passif, et justement c'est pour ça qu'on vous remercie de ce genre de commentaires et de rectifications, parce que en fait on vous donnait un point de vue peut-être un peu erroné, un peu trop trompeur, hein, sur ce type de projet, et c'est bien de rappeler ce genre de problème parce que ça peut vraiment faire pencher la balance chez certains backers. Donc, surtout merci quand on encore a toi qui dépensé as fait ce commentaire. 200 ou 300 balles, parce qu'il y a des pledges assez chers, hein. Là il est à 129 euros le... Bon, en tout cas le jeu fonctionne. Il y a une nouvelle extension qui est arrivée qui s'appelle Gaia Reborn. Apparemment Gaia c'est un personnage qu'on retrouve dans tous leurs univers, qui était déjà dans Black Rose War, et puis dans leur autre jeu qui est tiré du même univers d'ailleurs. C'est Nova Aeteas. C'est ça, Nova Aetas. Donc basé sur l'univers de la Renaissance fantastique évidemment. C'est un jeu italien. Donc voilà, écoute, c'est le succès de la semaine sur Kickstarter. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence non plus. Et du coup, ça nous permet de clôturer l'émission. Alors, c'est dommage pour la 40e, mais rassurez-vous, pour la 41e, il y aura du lourd. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que la semaine prochaine, il y a une flopée de nouveautés. C'est assez impressionnant. Là, c'est vraiment la vraie rentrée de Kickstarter la semaine prochaine. Donc, ne loupez pas le Kick Parade numéro 41. Et merci encore à toutes et à tous de nous suivre toutes les semaines. N'hésitez pas à commenter, mettre un pouce bleu pour l'algorithme de YouTube, puis nous indiquer si on oublie des petits trucs. Voilà. Salut Swan. Salut Erwan, salut à toutes et à tous. Et puis d'ici la semaine prochaine, jouez bien. Ciao.